Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Ce lundi, les épreuves écrites du BTS ont été lancées, impliquant plus de 56 000 candidats. Cette année encore, le ministre de tutelle a invité les étudiants à viser l'excellence et à éviter toute forme de tricherie. Quels sont les dangers liés à la proximité des installations électriques? La CIE était sur le terrain ce lundi afin de sensibiliser et d'informer les populations sur les risques d'origine électrique. Et puis au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour complot contre l'État. Le gouvernement annonce la dissolution de son parti. Très tôt ce matin, les candidats au BTS ont démarré les épreuves écrites. Elles ont été lancées au lycée classique d'Abidjan et en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'occasion pour Adama Diawara d'inviter les étudiants à la recherche de l'excellence et à fuir la tricherie. Le reportage de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Lycée classique d'Abidjan, dans la commune de Cocody. C'est ce centre d'examen qu'a choisi le ministre Adama Diawara, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour lancer officiellement les épreuves écrites de la session 2023 du brevet de technicien supérieur, BTS. Des épreuves qui concernent cette année 56 214 candidats, dont 19 388 pour les filières industrielles et 36 826 pour les filières tertiaires. Je suis tranquille, posé, et je confie tout à Dieu. Je me suis donné au four au moulin et c'est le jour, tout ce que j'ai appris durant les 10 mois. Ça va, il n'y a pas assez de stress. Tout est calme, quoi. Je suis très confiante. C'est déjà la première épreuve, c'est relax et tout se passe bien. On ne va pas se voiler la face, il y a des mots quand même compliqués, mais ça peut aller. Occasion saisie par l'émissaire du gouvernement pour revenir sur ses attentes par rapport à ces examens du BTS qui démarrent. Ce qu'on attend d'eux, notamment des candidats, c'est l'excellence. Ce sur quoi ils sont interrogés, c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu en classe. Alors il faut éviter absolument toute forme de tricherie parce que les surveillants veillent au grain et de toute façon, si vous êtes pris, on vous met purement et simplement au dehors et vous avez échoué. Et également à l'endroit des surveillants, d'être vigilants, de ne pas être complaisants, de ne pas être laxistes, de faire leur job. J'ose espérer simplement que le taux de réussite cette année sera plus élevé que ce que nous avons enregistré l'année dernière. Le ministre Diawara est également revenu sur le dossier des candidats exclus de la liste avant les compositions. Ils sont 1327 exactement. Dans les 1327, je signale qu'il y a 1113 faux bacs, 19 faux BT, c'est-à-dire brevet de technicien. Et le reste, c'est soit de fausses attestations d'inscription en année préparatoire, soit un nombre insuffisant d'années de préparation du BTS. C'est ainsi qu'on se retrouve avec 1327 exclus et non 3000. Les épreuves écrites du BTS 2023 se tiennent dans 130 centres, dont 96 à Abidjan et 34 dans 16 villes de l'intérieur du pays. Les épreuves pratiques, elles, vont se dérouler du 8 au 12 août prochain. Les résultats, eux, sont attendus le 1er septembre 2023. Ce lundi, la CIE a visité quelques sites à risque, notamment à Cocody et à Bingerville. Elle s'effectue dans le cadre de sa campagne Zéro accident d'origine électrique, l'occasion pour la compagnie ivoirienne d'électricité de sensibiliser les populations sur les dangers liés à la proximité des installations électriques. Le constat de Bénédicte Silué, Massi Touré et Tanguy Conan. Cocody à Quedo, zone placée sous haute tension du fait de la présence de plusieurs ouvrages électriques. C'est à cet endroit que ces habitants se sont installés au risque de leur vie, s'exposant chaque jour à des risques d'électrocution. Dans le but de sensibiliser la population, 2 visites de terrain ont eu lieu ce lundi 31 juillet sur les sites dits à risque, à Quedo et Bingerville. Il faut noter que sur les risques électriques, on a plusieurs problématiques. La première problématique concerne l'occupation des emprises des ouvrages. La seconde problématique qu'on doit gérer, c'est la sécurité des biens des personnes. Dans la sécurité des biens et des personnes, tout ce qui peut arriver, c'est d'abord en termes d'accidents d'origine électrique. Dans les accidents d'origine électrique, ça peut être des accidents de dommages corporels, donc en termes d'électrisation. Le but de la CE, c'est que faisons en sorte que véritablement les couloirs soient totalement libérés, qu'il n'y ait pas d'occupation dans les différents couloirs pour que véritablement on puisse régler tous les problèmes. Cap sur Bingerville, seconde visite du jour. Ici, la ligne Riviera-Bassam 2, 90 000 volts, est exposée à un risque d'éboulement dû aux travaux de construction réalisés à proximité des ouvrages électriques.
Le site est totalement, le pylône est totalement déchaussé. Donc en termes d'accès, aujourd'hui, si nos équipes doivent intervenir, ça sera très difficile de pouvoir accéder aisément. Et puis le second risque qu'on doit gérer, c'est le risque éventuellement de chute du pylône, puisque l'embase est totalement déchaussée. Et donc si on n'arrête pas cette activité et que ça se déchausse davantage, qu'il y a une situation d'éboulement, cette ligne-là peut tomber. Dans nos campagnes de sensibilisation, on informe le plus largement possible les populations pour que chacun soit conscient de la situation et que chacun se dise qu'il a sa part de responsabilité en termes de surveillance du réseau. Depuis des années, ces campagnes de sensibilisation sont menées à l'endroit des populations dans le but de leur délivrer conseils et recommandations pour faire face aux dangers liés aux risques électriques. Jusque-là, les résultats recherchés restent minimes. La CIE entend redoubler d'efforts pour aller au bout de ce projet, car chaque vie compte. Autre campagne cette fois pour des élections apaisées. Elle a été lancée ce lundi par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite d'armes légères et de petits calibres à l'approche des élections locales et en présence du ministre de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, ainsi que celui de la Réconciliation nationale. Salif Yadekoué, Tanguy Conan. Les Ivoiriens ont rendez-vous aux urnes le 2 septembre prochain. Ce, pour désigner les présidents de conseils régionaux et des maires. Avant ces échéances, de nombreuses initiatives sont lancées pour un scrutin apaisé. Le COMNATA LPC, Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, a initié une campagne de sensibilisation. Une occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de mettre en garde les fauteurs de troubles. Les forces de défense et de sécurité se tiennent prêtes à assurer la protection de tous les citoyens sans exception et de chaque candidat sans discrimination pendant cette période électorale. Nous sommes déterminés à garantir un environnement sécurisé, propice à l'exercice libre du droit de vote, inhérent à toutes les sociétés démocratiques. Néanmoins, la responsabilité de préserver la paix, vous en convenez avec moi, ne saurait reposer sur les seules épaules des forces de défense et de sécurité. Au contraire, elle incombe à chaque Ivoirien. Un scrutin sans violence, telle est la motivation de la COMNATA LPC, qui envisage plusieurs actions. Aujourd'hui, nous lançons cette campagne de sensibilisation dans l'espoir de toucher tous les citoyens ivoiriens, des plus humbles aux plus influents, des plus jeunes aux plus âgés, afin de promouvoir une culture de paix et de tolérance et de rappeler à tous que le dialogue, cette arme de fort et le respect des opinions différentes sont les piliers de notre démocratie. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan-Bertin, a salué cette initiative. Structure nationale à vocation sous-régionale, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a été créée par décret en avril 2009, conformément aux recommandations de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Elle assiste le gouvernement ivoirien dans la conception et la mise en œuvre de sa politique nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite et l'usage abusif des ALPC. Atekoubé sera doté dans quelques mois d'un complexe socio-sportif dénommé Agora, mais également d'un complexe nautique. Les travaux de construction de ces infrastructures dédiées à la jeunesse ont été lancés ce lundi. Selon Dan Paulin, le ministre des Sports, ce sont 5 milliards de francs CFA qui seront investis à cet effet. Leur reportage de Salif Yadekoué, Fulgence Kissiedo. Sur ce site de 3 hectares seront bâtis 2 complexes, l'un socio-sportif et l'autre dédié à la natation. Les travaux de ces infrastructures ont été lancés ce jour en présence du président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard. Le ministre des Sports, Claude Paulin d'Anhaut, par ailleurs maire de la commune, a relevé l'emplacement stratégique de ces 2 complexes. Cet emplacement est stratégique. Il se trouve à la lisière d'Adjamé. C'est dire que l'impact de ce projet dépassera largement le cadre de la commune d'Atekoubé pour servir aussi à Adjamé, la commune voisine. Il viendra contribuer à la rénovation urbaine de la commune d'Atekoubé. Il viendra donner aux jeunes d'Atekoubé, d'Adjamé
et d'Abidjan l'occasion d'avoir une activité génératrice de revenus et des activités de pratique saine du sport. L'Agora sera composée d'une bibliothèque, d'une infirmerie, d'une supérette, d'un maquis, d'un espace de restauration, d'un terrain multisport couvert et une tribune de 128 places assises. Il sera le 4e du district autonome d'Abidjan. La première phase prévoit la construction de 11 agoras sur le territoire national. Il est le fruit de la coopération franco-ivoirienne. Je vois bien que ce terrain est extrêmement bien placé au centre d'une commune très densément peuplée. C'est un espace pour faire du sport, tous les sports, mais ce n'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est un lieu de rencontre pour les ONG, pour les associations, pour les femmes. Il faut que les femmes s'approprient cet espace. Quant au complexe nautique, il comprendra une piscine semi-olympique, un bassin d'échauffement, une tribune couverte de 200 places assorties de commodités, un espace de restauration. Il fait partie des 5 piscines prévues à Abidjan dans le programme des onces aquatiques du ministère des Sports. Des ouvrages très attendus pour l'épanouissement de la jeunesse de cette cité. Et ce soir, on reçoit sur le plateau un inventeur. Il nous vient du Cameroun et il a inventé une couveuse néonatale interactive solaire. Bonsoir Serge Armel Djidou. Vous êtes à Abidjan car vous avez participé au salon de l'invention et de l'entreprise innovante. Je présume que vous avez présenté votre couveuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de cette couveuse? Alors, je suis venu au salon parce qu'en 2019, à la dernière édition, nous avions donc gagné le prix de l'invention la plus impactante de l'espace OAPI. Donc, on n'était pas cette année en présentation, mais on avait déjà gagné l'édition présente et on était invités. Donc, c'était une couveuse néonatale solaire qui résout, je pense, définitivement la question de pénurie des couveuses dans nos maternités. Parce que c'est une couveuse qui fonctionne au solaire, donc qui peut fonctionner dans toutes nos campagnes, qui est interactif, donc qui permet aux médecins et à la famille de garder le contact avec le bébé prématuré, qui a un très bas prix, qui peut être fabriqué par des Ivoiriens, et donc pour une prise en main, un service après-vente, autant de choses qui complexifient l'utilisation des couveuses importées. D'où il part cet intérêt pour les couveuses? Est-ce qu'il y a une histoire derrière l'invention? Oui, il y a une histoire particulière d'une femme qui, en 2016, a perdu 5 bébés à Yaoundé de suite, faute de couveuse. Mais finalement, ce n'est pas une histoire isolée. C'est malheureusement quelque chose qu'on entend souvent, des bébés qui partent faute de couveuse. Il faut dire que la couveuse qui nous arrive d'Europe est gourmande en énergie. C'est une régulation électronique. Donc, nos petites défaillances énergétiques la fragilisent et on a du mal à acheter à répétition un appareil qui finalement est fragile. Comment vous envisagez l'impact de la santé des nouveau-nés prématurés qui représentent 60% des naissances sur le continent à travers vos couveuses? Notre démographie est galopante. Elle ne va pas s'arrêter, on va toujours accoucher. Et on a de plus en plus de bébés prématurés. Et l'outil de base de prise en charge d'un bébé prématuré, c'est la couveuse néonatale. Comme on est en difficulté avec l'utilisation des couveuses que nous importons pour le moment, en difficulté pas seulement d'ailleurs à cause des pannes dont je parlais tantôt, la couveuse importée qui nous vient de l'Europe, pour l'utiliser, on est obligé de climatiser la néonatologie, de se remettre dans des conditions, on va dire, européennes pour pouvoir l'utiliser de manière optimale. On ne peut même pas envisager de baisser la température. Chez nous, il arrive qu'on soit à 40 degrés. La couveuse, celle que nous proposons, du fait qu'elle est adaptée, qu'elle est moins chère, peut se répandre partout, de telle sorte que cette problématique soit derrière nous. Justement, quelle est votre ambition aujourd'hui? Est-ce que c'est de partager justement ce savoir-faire avec d'autres pays africains, notamment la Côte d'Ivoire? Oui, on l'a déjà fait au Mali. On est en train de le faire là au Bénin, à RDC. Et si je suis resté après le salon en prospection, c'est pour réunir les conditions de pouvoir créer quelque chose en Côte d'Ivoire pour que cette technologie vraiment aille partout sauver nos bébés. Est-ce qu'elle est homologuée aujourd'hui? Oui, sur le plan international, elle est homologuée. Après, pays par pays, on doit discuter avec les ministères. On l'a fait au Cameroun, on l'a fait au Bénin. On l'a fait au Cameroun et au Mali. On est en fin de processus au Bénin. Et ces jours-ci, j'ai eu des premières discussions avec des responsables du ministère de la Santé et le programme de la lutte contre la mortalité infantile et maternelle en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un processus classique pour un équipement qui a vocation
à se reprendre. Comment est-ce qu'on peut vous contacter et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Didou? Pour la couveuse, vraiment qu'elle se reprenne partout en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, mais de manière plus générale, que nous sachions que ce qui nous empêche de fabriquer des choses, c'est un voile mental, ce n'est pas la technologie. La plupart des choses que nous importons n'ont pas un niveau technique qui dépasse le BTS, alors que nous formons des ingénieurs depuis longtemps. Il faut juste qu'on se décide à s'approprier nos outils. Et pour la santé, si on fait une couverture maladie universelle, comme on le souhaite en Côte d'Ivoire, ça va être d'autant plus facile qu'on aura maîtrisé un maximum d'intrants de santé. Je suis Serge Amel Didjou, je suis assez... Si vous tapez sur Google Serge Amel Didjou, vous allez voir suffisamment de références puisque l'initiative que nous avons portée a eu de nombreux prix et a fait l'objet de nombreux reportages. J'étais d'ailleurs en Côte d'Ivoire il y a 2 ans pour une émission Made in Africa qui était venue au Cameroun faire le reportage sur ces couveuses. Donc je pense que si on me cherche, on va vous trouver. Voilà. Merci infiniment à M. Didou d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Merci. C'était un privilège. Merci. Et on poursuit ce journal avec la 2e édition du Forum international des médias de la jeunesse qui s'est déroulé à Moscou la semaine dernière et en marge du sommet Russie-Afrique, comme nous le rapporte notre envoyé spécial Mardoché Kwasi dans cet élément. Université de l'amitié des peuples, Patrice Lumumba, de Moscou en Russie. C'est ici que s'est tenue du 23 au 26 juillet dernier la 2e édition du Forum international russo-africain des médias pour la jeunesse. 160 représentants issus de 32 pays africains dont la Côte d'Ivoire ont à cette occasion échangé en présentiel et en ligne avec 200 autres participants de la Fédération de Russie sur les défis liés à l'éducation et à la pratique des médias sur le continent africain ces dernières années. À la base, ce qui est important pour la Fédération de Russie, c'est d'être sur le terrain pour donner la bonne information, à travers une relation solide entre les médias russes et les médias africains, et l'utilisation de la langue locale pour le traitement de l'information, pour un accès plus facile à cette information. Enfin, il a été question d'échanger sur les problèmes liés à la communication, sur les objectifs du développement durable et les solutions à y apporter. Je peux dire que cet événement a été une véritable réussite parce que nous avons réuni des jeunes journalistes de plus de 30 pays. Nous avons partagé nos expériences et nos problèmes et nous avons discuté également des moyens pour les surmonter. Et je peux dire que c'est un bon début ou un acquis pour nos relations futures car nous avons acquis de l'expérience pour faire face aux problèmes à venir. De tables rondes, des ateliers et une plénière autour de la thématique principale et celle de la promotion des objectifs du développement durable, ODD, à travers les médias, ont également meublé cette rencontre. Des occasions saisies par les participants pour partager leur vision à travers plusieurs communications et des échanges, jugés enrichissants. J'ai beaucoup appris sur la situation des médias et l'éducation aux médias grâce à cette rencontre. Cela m'a ouvert l'esprit sur comment les informations sont traitées pour qu'elles soient justes et bonnes. J'ai également compris qu'en tant que journaliste, nous devons travailler à trouver des solutions aux problèmes qui minent notre société. Je suis reconnaissant de faire partie de cet événement en Russie. Et maintenant, je rentre édifier la population africaine et camerounaise sur les relations entre la Russie et l'Afrique. Et faire en sorte que nous puissions continuer à se lancer, parce que c'est à travers cela qu'on pourra avancer. Au terme des travaux, les participants au Forum des médias russo-africains 2023 se sont engagés à renforcer la collaboration et les partenariats stratégiques entre la Russie et l'Afrique pour améliorer l'éducation aux médias, l'échange de connaissances et le partage d'informations. Et toujours à l'étranger, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, notamment pour appel à l'insurrection. Le gouvernement annonce la dissolution de son parti. On fait le point avec Pierre Dipomela. Scène de chaos à Ziguinchor, ville dont Ousmane Sonko est le maire. Après avoir été inculpé et écroué pour divers crimes, dont l'appel à l'insurrection, les jeunes encagoulés ont dressé des barricades et brûlé des pneus usagés. Une manifestation de colère qui a vite tourné en affrontement avec les forces de l'ordre. Les manifestants réclament sa libération immédiate.
Si Ousmane Sonko n'est pas en paix, personne n'aura la paix au Sénégal. Que les autorités le sachent. Nous voulons que l'Afrique se développe. L'Afrique est en retard et le Sénégal est en retard. Nous demandons la libération sans délai de Sonko, tout de suite, et que les autorités rétablissent la connexion Internet. Nous attendons qu'il soit libéré et qu'il fasse une déclaration pour qu'on arrête les manifestations, qu'on libère aussi tous les détenus politiques qui ont été détenus arbitrairement d'une manière illégale. Les avocats d'Ousmane disent être dans l'impossibilité de rencontrer leurs clients. Actuellement, le procureur de la République a empêché les avocats de le voir. Et on se demande au nom de quel droit il le fait. Il est manifestement clair que nous sommes dans une dérive autoritaire et la défense elle-même se trouve dans l'impossibilité de rencontrer son client, de s'entretenir avec son client, de le préparer à l'audition du juge d'instruction, et c'est un scandale. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, mis en cause pour appel à l'insurrection et autres crimes et délits, a été arrêté vendredi. Son parti politique, le PASTEF, a aussi été dissous. Sa candidature aux prochaines élections présidentielles est plus que jamais compromise. Ousmane Sonko a annoncé sur les réseaux sociaux avoir entamé une grève de la faim. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.